Donc, Madame Bidani, bonjour. Bonjour. Donc, première question, je voulais savoir, donc, après la conférence que vous avez faite en octobre dernier à Bruxelles, depuis ce temps-là, on a vu que le conflit syrien, ces derniers temps, a été un peu mis au second rang dans les médias par rapport au conflit israélo-palestinien. On n'entendait plus parler de conflit syrien. Et je voulais savoir, par exemple, depuis ce temps-là, si vous avez des nouvelles donc, de ce qui se passe vraiment sur le terrain avec vos contacts. Alors, en fait, des nouvelles sur ce qui se passe sur le terrain, oui, il y a une accentuation de l'offensive terroriste en Syrie, donc qui maintenant, en fait, qui vise la population civile et vraiment surtout beaucoup la ville d'Alep et même la ville de Damas, qui sont très ciblées. La ville d'Alep parce que c'est une ville qui a beaucoup résisté et dénoncé ces hordes de l'ASL et les autres qui interviennent aussi d'Al-Qaïda, etc., sous des noms différents et en fait qui ne font que faire des exactions, de la casse de l'ensemble du pays. Ils s'attaquent effectivement aux équipements collectifs, à l'infrastructure de la Syrie. Malheureusement, en fait, là je fais une parenthèse, en fait ça correspond pas tout à fait à la question, mais je pense que c'est important de savoir que le bazar historique d'Alep a été complètement brûlé, que la mosquée des Omeyyades d'Alep, aussi ancestrale, a été brûlée, saccagée, l'église d'Alep a été complètement saccagée. C'est une église arménienne historique absolument magnifique, que tout a été saccagé. Bon, ça c'est pour ce qui est du matériel, mais aussi les habitants d'Alep ont été aussi particulièrement visés parce qu'ils étaient contre. Ils se sont battus, je dirais, contre l'ASL. Ils ont appelé l'armée à intervenir. Et il y a des villages entiers des banlieues d'Alep qui sont encerclées jusqu'à aujourd'hui. Et comme la ville de Harem, par exemple, ça fait 3 mois qu'elle est encerclée et l'État essaye de leur faire parvenir les vivres par hélicoptère. Ils sont à la frontière turque, en fait. C'est pour ça qu'il y a un flux continu d'hommes armés qui viennent du côté de la Turquie. Et aujourd'hui aussi à Damas, il y a aussi les combats continuent, mais pas à Damas, mais dans le quartier Yarmouk, qui est un quartier où il y a une majorité de Palestiniens. Ils ont essuyé des coups de mortier et il y a eu énormément de morts et de blessés. Je sais qu'il y a eu 8 dirigeants palestiniens du FPLP qui ont été attaqués par les gangs, en fait, les traitant de traîtres. Ils veulent absolument les amener à s'opposer au pouvoir syrien, alors qu'eux, ils font déclaration après déclaration en disant que de toute façon nous n'interviendrons pas. Ce qui se passe en Syrie est le fait syrien et c'est pas. Et puis ils disent que de toute façon la Syrie les a accueillis, leur donne beaucoup de moyens, etc. Donc il n'est pas question de s'y opposer. Donc justement, ces dirigeants ont été lynchés, martyrisés avant d'être tués. C'était une horreur. Et ça, c'était il y a quelques jours, juste avant que ça ne démarre à Gaza.
Donc, avant que Ja'bari ne soit assassiné par les Israéliens. Bon, maintenant, après l'assassinat de Ja'bari, effectivement, les Palestiniens de Gaza ont montré leur capacité à s'opposer à Israël. Capacité construite aussi bien avec l'aide de la Syrie et l'aide de la résistance libanaise et de l'Iran. Et en fait, ils n'ont parlé que de l'Iran, et je trouve que c'était, Khaled Mash'al, le dirigeant de Hamas, qui vient d'être, de signer des accords avec Qatar, et pour des grandes subventions venant de Qatar, ont été à tourner le dos à la Syrie, qui l'a hébergée et protégée et armée pendant, on peut dire, 40 ans. Ce que je voudrais dire là, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui est dit et répété dans les médias, je dirais objectifs, comme Al-Mayadin, qui est une nouvelle télé qui a été créée en juillet 2012 et par des personnes qui travaillaient à Al Jazeera, qui ont trouvé que vraiment, en fait, il était important de créer une chaîne, de créer une chaîne de télévision qui dise vraiment la vérité telle qu'elle est, sans parti pris et sans défendre les intérêts d'une partie contre l'autre, et surtout sans ambiguïté et sans manigance et sans mensonge médiatique. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est que Ja'bari, il a eu une voiture, la voiture dans laquelle il a été assassiné, elle lui a été offerte par Hamad Ben Jassim, qui est le Qatar, par Qatar. Et il a aussi distribué donc des cadeaux de ce type, et aussi on parle de crayons, en fait, qui manifestement ont facilité la tâche à Israël, non seulement de les repérer, mais peut-être de les faire sauter à distance, de les faire exploser à distance. Donc, ça ce sont des nouvelles que je tiens d'hier, donc pas très vieilles, et peut-être il faut rester attentif pour la vérification de ces informations. Ceci dit, sur le plan politique, il est clair que aujourd'hui, on a vu rapidement quand même une Ligue arabe qui ne s'est réunie que 6 jours après les combats à Gaza, alors qu'elle s'était réunie dans la demi-journée pour la Syrie, que dans leur réunion qui a duré toute la journée, il n'y a eu qu'une volonté de réexaminer certains accords, etc., mais absolument aucune sanction prononcée contre Israël, alors que il aurait suffi de jouer, mais un minimum, l'arme économique, l'arme du pétrole, etc. La Ligue arabe a tous les atouts pour pouvoir peser sur Israël, et malheureusement, ils se font eux-mêmes l'instrument d'Israël. Et en fait, le Morsi, comme Hamad Ben Jassim, comme Nabil Al-Arabi, comme l'Arabie Saoudite, etc., ils ont accouru pour calmer le jeu et créer les conditions d'une nouvelle trêve, entre guillemets. Et donc 2 jours après la trêve a eu lieu, on ne connaît absolument pas quelles sont les conditions de cette trêve. Et en réalité, la trêve peut-être permet d'ouvrir certaines portails ou certaines ouvertures peut-être à Gaza, mais en aucun cas ne remet l'occupation en cause, ne remet le blocus de Gaza en cause,
Et on attend de voir, malheureusement, enfin je pense que ça a été illustré comme une grande victoire des Palestiniens. Moi je dis j'attends de voir. Surtout que Morsi a profité aussi de cette situation pour faire mousser son personnage, et en même temps il a sauté sur l'occasion pour encore une fois concentrer un nouveau pouvoir dans ses mains, qui est le pouvoir judiciaire, alors que même Moubarak n'a jamais osé faire ça en Égypte, parce que la justice en Égypte, elle était indépendante depuis des années, et c'est la fierté de l'Égypte. Si bien que hier, il y avait une très grande assemblée de l'ensemble des juges en Égypte pour faire revenir Morsi sur ses décisions. Est-ce que je peux juste vous demander de développer un petit peu plus sur justement ce rapprochement entre le Qatar et le Hamas? Comment est-ce que vous voyez ça? Bon, en fait, ça a été fait pour tourner le dos à la Syrie. Mash'al a déclaré, malheureusement, enfin, je trouve que c'est déplorable, il a déclaré à Israël, il a fait une déclaration demandant de libérer les dirigeants de Hamas de prison, et qu'il serait pour ça prêt à leur livrer tous les secrets de l'armée syrienne, dit-il. Donc je trouvais que c'est quand même une véritable trahison, et je pense que c'est pas une trahison uniquement pour la Syrie, je pense que c'est aussi ce qui va venir, et on va le voir beaucoup plus clairement, une trahison à la cause palestinienne, puisque un des objectifs de Hamad Ben Jassim, de toute façon depuis 1996, qu'il travaille main dans la main avec Israël pour le développement économique et une collaboration dans la région et une reconnaissance de l'État d'Israël, et en même temps une coopération au niveau du Moyen-Orient, de tous les pays du Moyen-Orient avec Israël. Donc en fait, l'enterrement de la cause palestinienne. Et ça, c'est vraiment l'objectif de Ben Jassim qui est déclaré. D'ailleurs, il dit, de toute façon, nous sommes pour la paix, pour une collaboration de tous les pays de la région, aussi bien sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan commercial. Sur le plan scientifique et économique, il y a une véritable grande coopération aujourd'hui entre Israël et Qatar, notamment sur tout ce qui est recherche innovante et domaine scientifique de pointe. Moi, je connais aussi des sociétés en France, en fait, qui travaillent avec aussi bien Qatar qu'Israël sur les histoires de sécurité de l'information, sur les histoires de sécurité tout court, etc. Et comme vous savez que Qatar a, par des manigances aussi, réussi à obtenir à ce que les Jeux olympiques prochains soient là-bas, soit au Qatar en 2020, je crois, 21. Dès aujourd'hui, ils passent des grands contrats pour la sécurisation, justement, pour la sécurité, avec des sociétés israéliennes pour justement cette occasion-là. Donc en fait, tout le terrain est ouvert devant eux. Voilà. Donc on peut s'attendre, et moi je peux dire, la destruction de la Syrie, ou la volonté de détruire la Syrie, s'inscrit dans le cadre de l'enterrement justement de la question palestinienne. C'est-à-dire à partir du moment où on peut dire on a conclu une paix avec Israël, que les Palestiniens aient conclu une paix avec Israël, il n'y a plus de raison pour que la Syrie, État résistant et qui soutient la résistance libanaise et la résistance palestinienne, et il n'y a plus besoin qu'il soit là. Voilà. Où l'un est la conséquence de l'autre et vice-versa. Donc on travaille sur les deux fronts en même temps. Donc, deuxième question, que pensez-vous
du gouvernement donc, de François Hollande qui a reconnu le nouveau gouvernement de l'opposition syrienne comme le seul gouvernement légitime du peuple syrien. Est-ce que cette démarche-ci mènera à une véritable paix? Ça nous étonnerait tous, ça, de ne pas dialoguer avec le gouvernement de Bachar en lui disant on va soit négocier avec le gouvernement de l'opposition syrienne, soit rien du tout. Alors en fait, je pense que malheureusement l'État français accumule les erreurs. Déjà, le chef de la diplomatie française, Fabius, appelle au meurtre du président Assad. Ça ne s'est jamais vu dans la diplomatie du monde. Il appelle au meurtre, en plus, dans un pays qui a aboli la peine de mort. Belle contradiction pour un pays qui se dit démocrate, défenseur des libertés des peuples, etc. Deuxièmement, ce même gouvernement s'arroge le droit, alors que le gouvernement d'avant, en fait, s'était arrogé le droit de créer de toutes pièces un conseil dit national, dit syrien, qui n'a rien de national, qui n'a rien de syrien, mais qui sont une petite poignée de personnes qui vivent en France depuis 40 ans et qui ne représentent qu'eux-mêmes, en France et aux États-Unis, je tiens quand même à dire, et qui sont connus pour avoir encaissé un certain nombre de milliers, voire des millions de sous, qui se sont toujours chamaillés aussi pour des histoires de sous. Ce sont des personnes qui ont été créées de toutes pièces et qu'on prend pour représentant le peuple, ou l'opposition syrienne déjà d'abord. Et sachant que la vraie opposition syrienne, elle est patriote et elle refuse quand même, elle existe et elle est organisée, elle s'est organisée à l'intérieur. Et elle refuse toute la violence, elle refuse toute intervention étrangère et elle est pour une résolution pacifique syro-syrienne de la crise syrienne. C'était la première phase et la première phase s'est terminée puisque Hillary Clinton qui a dicté la création de ce CNS et dont la France s'est faite l'artisan avec la Turquie. Hillary Clinton leur a retiré toute sa confiance et puis ils ont dit c'est fini, expired, le CNS expired, quoi. Et en fait, Qatar, qui fait peut-être par un effet d'excès de zèle, reprend ces gens chez lui, dans une réunion à Doha, où il les menace de mettre tous leurs dossiers à nu devant la presse et devant les peuples s'ils ne s'unissaient pas. Donc ils ont signé, et ils ont signé un certain nombre de choses. On reviendra dessus parce que c'est très grave. Et ils ont déclaré qu'en ajoutant une ou deux personnes à ce CNS, il est devenu une coalition syrienne représentative, soi-disant, entre beaucoup de guillemets, de la Syrie et puis de l'opposition syrienne, alors que l'opposition syrienne a fait un congrès en Syrie le 23 septembre qui s'est réuni à Damas, alors que cette même opposition aussi s'est réunie à Téhéran, en Iran, pour examiner les possibilités de transition en Syrie, et de résolution pacifique, et puis d'arrêt des violences et de réconciliation en Syrie. Donc, en fait, la position française revient à un déni total, non seulement du peuple syrien, de toute son opposition et de toute la volonté et de tout le mouvement qui demande des réformes en Syrie. Et c'est cela qu'elle veut tuer, en fait. Donc, reconnaître des gens qui sont fantoches,
complètement créés de toutes pièces, qui sont complètement dans la main de Qatar et des États-Unis de ce fait, en fait, et de la Turquie, c'est un déni total, d'autant plus que c'est très rigolo, je peux dire, alors que c'est pas rigolo du tout, alors qu'on proclame la démocratie. Et pourquoi on dit que la France dit qu'elle est pour la démocratie, la France dit qu'elle est pour l'indépendance, pour le peuple, pour le peuple syrien. Alors pour le peuple syrien, en le refusant et en le déniant complètement, je trouve que c'est une belle contradiction. Et puis dernier point, je trouve que la France s'enfonce dans une politique de zèle vis-à-vis des États-Unis, alors qu'il est clairement, comment dire, il est clair que les intérêts du peuple français sont du côté des intérêts des peuples syriens, des peuples de la Méditerranée en fait, et aussi de la Russie, etc. Et elle continue à vouloir jouer le zèle, ou je dirais le serviteur zélé des Américains. Je pense que c'est dommage, c'est très grave. C'est très grave pour nous en tant que Français aussi, parce qu'on ne va pas dans le sens de la solution ni de l'amélioration de la vie des Français, et on va dans le sens plutôt d'une accentuation des crises et d'une mauvaise politique internationale. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, de rien. Thank you.